Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Ce qu'il fallait démontrer. Déjà une semaine que les deux duos engagés dans la compétition électorale du 12 avril prochain ont entamé le périple pour convaincre les populations. La campagne électorale a démarré le vendredi dernier et sur le terrain, les deux duos et leurs soutiens respectifs multiplient actions, descentes, déclarations, stratégies et autres. On va analyser tout cela tout au long donc, de cette émission et projeter la dernière ligne droite qui reste en attendant donc la consultation du dimanche prochain. Je suis avec mon compagnon de tous les jours sur ce plateau, Anissé Karosoke. Bonjour. Bonjour Tanguy. Les deux duos qui parfois ont engagé le bras de fer à distance, mettons, pour la conquête de l'électorat dans le cadre de la présidentielle du 12 avril prochain. On a bien l'impression que les deux s'observent parce que l'un est allé lancer sa campagne électorale dans le nord à Kandi précisément, l'autre est allé dans son village natal à Bopa, dans le sud, à Doutou précisément, comme si les deux se regardaient de loin. En fait, ils sont concurrents, donc forcément, ils utilisent des méthodes qu'ils considèrent comme pouvant produire des résultats. Robert Wadagne a commencé par Kandi. Nous avons en observation un schéma que nous avions déjà vu pratiquement en 2016, un peu comme un remake de ce que Patrice Talon lui-même avait fait pour sa campagne présidentielle. On ne change pas une stratégie gagnante. Donc, Robert Wadagne est dans une campagne beaucoup plus structurée, à mon sens, plus organisée. Paul Rompin fait avec ses moyens et ses possibilités. C'est ça. Et je pense qu'il il a un peu moins de capacité parce qu'il est tout seul, pratiquement, face à tous les autres qui ont fini par rejoindre, la mouvance présidentielle. Donc, on va dire que Paul Rompin, aujourd'hui, est un peu en position de faiblesse par rapport à Robert Wadagne, mais chacun, dans la mesure de ce qu'il peut faire, essaye de déployer sa stratégie. Est-ce que vous arrivez à lire pourquoi est-ce que chacun d'eux a fait ce choix de lancer qui sa campagne à Kandi, qui la sienne à Doutou, dans la commune de Bopa? C'est toujours mieux de commencer par les coins, enfin la région du pays qui vous semble la plus difficile à conquérir et terminer par la région conquise. Je pense que c'est ce que Robert Wadagne est en train de faire. Par contre, Paul Rompin a peut-être voulu commencer par l'endroit où il a un peu plus de popularité pour ensuite envoyer les gens en mission, comme il l'a dit il y a quelques jours. Vous êtes les miens, vous savez de quoi je suis capable, vous voyez ce que je vais faire. Maintenant, soyez mes ambassadeurs partout dans le Bénin pour aller apporter la bonne nouvelle. On a en tout cas observé un peu que, ma foi, ça a démarré en trombe du côté de la mouvance, par contre timidement du côté de l'opposition. Les moyens sont inégaux, carrément. Ah oui, mais je pense que autant il y a une campagne très organisée du côté de la mouvance présidentielle avec toute la stratégie qui sied à une grande campagne électorale, et autant nous avons de l'autre côté quelques difficultés de démarrage et puis pas tellement de meetings on va dire médiatisés, parce que même au niveau des médias, nous essayons de faire en sorte qu'ils aient même des tranches gratuites, mais ils n'en profitent pas. C'est assez curieux. On ne voit pas du tout FCBE en train de se battre véritablement. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est quand même un grand parti. Je suis étonné. Et c'est pourquoi je vous dis, je suis étonné de constater qu'ils n'occupent pas suffisamment les médias. Mais peut-être que nous autres, puisque nous ne les suivons pas, nous ne savons pas tout à fait quelle est l'envergure de leur plan qu'ils déroulent sur le terrain. Mais quand on regarde au niveau des médias, effectivement, on ne voit que Robert Wadagne, parce que
effectivement, il a une équipe plus dynamique et plus disposée à travailler avec les médias. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que quelque part, on a toute l'administration aussi qui accompagne Romuald Wadaye, toute la presse aussi, hein, c'est carrément illégal, comme je le disais. Oui, mais si l'administration suit, c'est de façon, on va dire, informelle. Parce que depuis un moment déjà, je crois qu'il est entendu que les moyens de l'État ne sont plus tout à fait disponibles pour les candidats. Et je pense que le ministre Wadaye est différent du candidat Wadaye qui est en campagne et qui utilise, à proprement parler, les moyens propres pour sa campagne électorale. Même si, forcément, il y a des cadres qui ont pu se libérer et le suivre dans sa campagne électorale. On a un style, avec Wadaye, on a un style corps à corps, hein, avec les électeurs, quand il n'est pas en train de questionner la bonne dame qui fabrique du beurre de karité dans sa petite usine quelque part dans le nord. Il est en train de discuter avec un jeune coiffeur dans un salon où il passe rapidement un bout de temps à se soigner le cuir chevelu, ou bien il est en train de discuter peut-être avec un enseignant qui, faute d'avoir droit à la parole pendant la séance, brandit sa pancarte. On a un style corps à corps avec les électeurs. Oui, parce que c'est aujourd'hui en fait que les Béninois découvrent l'homme. On connaissait le ministre qui était un technocrate bontin, et beaucoup supputaient sur sa possibilité et sa capacité à s'adapter sur le terrain politique. Et je crois que là, il est en train de donner la mesure de son talent en cette matière-là. Et il joue évidemment avec la proximité pour se rapprocher des gens et montrer qu'il est tout aussi capable d'être proche des citoyens ordinaires, de connaître ses problèmes, d'en débattre et de faire un plan de travail et d'action qui épouse un peu toutes les préoccupations qu'il est en train de recueillir sur le terrain. Donc, nous avons un candidat, effectivement, qui va au-devant de ses concitoyens, qui ne se concentre pas de faire des grands meetings ou, on va dire, de grandes réunions avec le gotha politique, mais qui descend aussi véritablement à la base pour aller parler avec ses compatriotes. On a aussi, mettons, l'impression que la répétition donne, je dois dire, cette image de montage préalable ou de quelque chose de prévu, alors que ça devrait être spontané. Ah ben, la campagne électorale, c'est aussi ça. C'est quelque chose de prévu, c'est quelque chose d'étudié, c'est une mise en scène. Et donc, oui, il y a un scénario qui se déroule, et ce scénario tend à nous montrer que nous avons quelqu'un qui va prendre la présidence et qui, le cas échéant, ne serait pas un inconnu qui ne connaît pas du tout la réalité quotidienne de ses concitoyens. Donc oui, là, on est en train de nous montrer un homme qui est en train de montrer au quotidien qu'il est capable d'appréhender les problèmes du pays et d'aller vers les cibles, c'est-à-dire les personnes les plus vulnérables qui peuvent éventuellement lui donner des informations qu'il n'a pas avec les dossiers qu'il traite au quotidien. Et c'est vrai qu'on va faire un jeu de devinette ou de divination à la limite. Quel sera le type de président qu'il fera, Wadaye, s'il était élu, à partir de la campagne qu'il est en train de faire là? Va-t-il, mettons, répéter l'image de son prédécesseur qui, après avoir fait la tournée nationale, est allé s'enfermer à la marina pour boulotter dur, ou va-t-il continuer peut-être dans la droite ligne de ce à quoi on assiste là pendant la campagne, en continuant à aller au contact des populations, un peu comme un lointain prédécesseur, Boniaï, très proche aussi et très populaire, ma foi, auprès des couches les plus basses? Je pense que ce qui compte, ce sont les résultats. Et le fait que Patrice Talon n'ait pas eu le temps de faire des tournées de façon continuelle pour prendre le pouls directement n'enlève rien au fait qu'il a quand même, au finish, trouvé le moyen de travailler autant qu'il pouvait, même si on peut considérer que lui, sous sa gouvernance, il n'a pas donné vraiment la priorité à la vie quotidienne du Béninois moyen. Il a travaillé pour que dans l'ensemble, nous puissions avoir des grandes infrastructures, des grands projets, que nous puissions nous projeter dans un avenir qui permet à tout le monde demain de vivre mieux. Donc, il n'avait pas
à mon sens, le temps d'aller au quotidien se distraire, parce que c'est aussi ça, hein, se distraire, se divertir un peu en compagnie des citoyens qui parfois vous entraînent dans un élan de populisme parce que bon, vous êtes un bon président tant que on peut vous toucher, tant que n'importe quel citoyen peut vous toucher, vous êtes un excellent président. On peut aussi se laisser aller à cette facilité de popularité et oublier l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est le travail qui se fait. Et Romuald Wada a certainement son propre style que nous allons découvrir lorsqu'il sera au pouvoir et que nous pouvons apprécier et comparer par rapport à celui de ses prédécesseurs. Paul Rompé n'est pas resté, en tout cas à Marzouin. On a eu, même si ce n'est pas à la hauteur et avec le même débit, je dois dire, on a eu quand même des images de lui aussi. Je ne sais pas si ça vous est parvenu. Une image de Paul Rompé sur derrière un conducteur de taxi moto avec son casque. On est en train de forcer à toutes les portes. Hein. Oui, mais Paul Rompé n'a pas besoin de forcer outre mesure. Ah oui? Parce que lui, dans ses fonctions, n'avait encore jamais été véritablement reperché, loin de la population. Il est resté un homme très ancré dans la gouvernance locale et donc il a été maire. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà, donc Paul Rompé n'a pas à forcer. Lui, c'est un homme, on va dire, du peuple. Et ce qu'il peut montrer dans ce domaine-là ne relève que de sa façon ordinaire de vivre. Mais on a commencé à évoquer l'aspect. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas le flux d'images qu'on a de l'autre côté. Vous l'aviez dit, même quand l'offre de tranches, ce n'est pas toujours disponible pour l'exploiter. Doit-on dire que la machine FCBE n'existe pas ou s'est essoufflée ou manque vraiment d'imagination? Est-ce qu'il manque d'imagination? On ne saurait le dire, mais je pense qu'il manque de moyens fondamentalement, parce que Paul Rompé lui-même a fini par le dire il y a quelques jours, qu'il n'a pas les moyens de faire une tournée nationale. Et je pense que c'est quand même surprenant de la part d'un candidat à une élection présidentielle de ne pas pouvoir faire une tournée nationale parce que il ne peut pas, au cas où il serait élu, se contenter de gérer une petite région qu'il connaît. Il faut absolument que tous les candidats puissent avoir les moyens, et je pense que c'est le minimum, de faire le tour du pays et d'aller parler avec les compatriotes et leur dire ce qu'il faut attendre de leur gouvernance. Si ce n'est pas fait, c'est un travail à minima et je pense que ça produira un résultat à minima. En tout cas, on observe les deux acteurs et chacun y va de son style, mais aussi de son aura et de sa capacité d'attraction. Et il me semble que, pour rappeler un peu la célèbre phrase des débuts des années 90, là où il y a la rivière, la biche ou les biches ont commencé à se multiplier là-bas, visiblement. Romuald Wada qui s'arrache toutes les adhésions et tous les ralliements. Oui, mais parce que, en réalité, je pense qu'à titre de comparaison, il faut observer que Romuald Wada fait partie de ces jeunes aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Et Romuald Wada, au regard de ce que nous avons pu observer, a été préparé pour cette fonction. Et sa façon de fonctionner montre bien qu'il a de l'avance sur n'importe quel jeune de son âge qui voudrait être candidat. Je pense que si les 34 candidats qui avaient eu au niveau des démocrates avaient eu la possibilité, l'un après l'autre, de plancher, ils ne pourraient pas faire autant que Romuald Wada en fait aujourd'hui. Parce que même quand vous regardez son projet de société, c'est tout simplement... Ça va être difficile de faire la comparaison puisque les autres n'existent pas, mais on a vu quand même des profils assez intéressants au niveau du parti. C'est pour dire que... les Récondétés ou autres qui auraient pu quand même tenir la dragée haute. Non, c'est pour dire, quand vous regardez son projet de société, c'est carrément un schéma de continuité. Il y a d'abord dans ce projet l'existant. Ensuite, il y a ce qui est en projection et puis ce qu'on peut, en tant que candidat, ajouter pour faire mieux. Donc, ça montre bien qu'on vient de quelque part et que celui qui va en campagne est totalement comptable de la gestion qui s'achève et que, à partir de ce qui est déjà en train d'être fait, il veut juste continuer sans perdre une seconde. C'est différent quand on considère
Paul Rompé, qui doit, lui, faire campagne sur des thèmes qui sont un peu plus philosophiques et plus indirects, parce qu'il n'a pas contribué à la gestion du pouvoir pendant les 10 dernières années et ne sait même pas à quel niveau se trouve chaque dossier. Quand vous regardez son projet de société, vous verrez bien qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chiffres, il n'y a pas beaucoup de statistiques, il n'y a pas beaucoup de détails. Il n'y a vraiment que des grandes lignes, c'est-à-dire que des idées jetées comme ça pour permettre aux Béninois de faire mieux. Mais les idées, quand on les met dans un projet de société, il faut aussi dire comment on les met à exécution. Et ça, par contre, ça manque beaucoup dans son projet de société, comparativement au projet de société de Romain Wada, qui fournit une quantité de détails sur la manière dont on peut y aboutir à certains résultats. Les deux camps ont lancé donc leur campagne. Est-ce que vous avez fait attention à l'écho et surtout au comportement de ceux qui vont les écouter? On a une sorte d'effervescence relative côté Paul Rompé et ma foi un emballement peut-être aussi provoqué et appuyé par, je dois dire, la multiplicité un peu de médias à la fois ordinaires et sociaux qui accompagnent la tournée de Romuald Wada, et de sorte que c'est plus brûlant, effervescent de l'autre côté que de ce côté-ci. On a suivi Paul Rompé à Calavi, à Tiémé, à Grand Popo. Le discours est relativement emballant comparativement à Romuald Wada. Oui, parce que comme je vous le disais, Romuald Wada, lui, il est comptable d'une gestion qui n'est pas exemple de critique. Par contre, Paul Rompé n'est responsable de rien et comptable de rien. Donc lui, il peut promettre monts et merveilles et dire qu'il ne fera jamais ce qui est considéré comme une erreur venant de la mouvance présidentielle. Oui. Donc lui, il est très à l'aise pour dire je peux faire ci, je peux faire ça, et même si, honnêtement, il n'a pas capacité à faire ce qu'il dit, il lui est loisible de le dire. Le discours le plus charmeur peut venir de lui, tout simplement parce que, justement, il ne peut pas être comptable. Pourquoi les difficultés qu'il y a eu... cet engouement-là, en principe, c'est quelqu'un qui est en griffin, sain, propre, puisqu'il n'a pas encore touché aux affaires. Et donc, son discours devrait être davantage plus clinquant, mobiliser les énergies, susciter beaucoup d'adhésion. Mais ça reste comme une indifférence. Parce que nous sommes encore dans une sorte d'apprentissage qui consiste à écouter les hommes politiques et à entendre ce qu'ils disent par rapport à leur projet de société. C'est nouveau pour nous. Par le passé, nos campagnes électorales étaient des kermesses. Peu importe ce que dit le candidat, peu importe ce qu'il dit, l'essentiel c'est que à la fin, il y ait beaucoup de réjouissance. Et nous étions tellement habitués à ça que nous ne percevons pas aujourd'hui la grande différence qu'il y a entre le candidat qui vient présenter un projet de société sur la base duquel il va gouverner et le candidat qui vient tout simplement dire « votez pour moi » en distribuant les billets. Donc cette différence-là, ça marque encore les citoyens. Et j'ai entendu la voix d'un compatriote il y a quelques heures qui criait au scandale, qui disait « mais sortez l'argent, sortez l'argent ». Oui, une campagne électorale, c'est de l'argent. Oui. Oui, mais dans quel pays une campagne électorale consiste à distribuer de l'argent? C'est pas normal de distribuer de l'argent pendant la... C'est-à-dire, on est tellement habitué à ça que sur la place publique, on dit, c'est ce qu'il faut faire. On ne distribue pas de l'argent pendant la campagne électorale. Vous aviez convoqué des citoyens pour leur parler de vos rêves pour leur nation. Ils ont dû laisser leurs occupations pour venir s'occuper de vous, entre griffes, et la tradition africaine voudrait quand même que quelqu'un qui prend un peu de son temps pour venir vous écouter, qu'on lui donne au moins de l'eau à boire. Et qui vous dit que la tradition n'est pas respectée? Mais c'est que les citoyens s'attendent à un peu plus d'eau. Ou en tout cas... J'espère qu'ils ne vont pas s'étouffer ou se noyer. Les citoyens ne s'attendent pas qu'à un peu d'eau. Il s'attend peut-être à un petit sandwich et peut-être à une petite sauce quand il arrivera chez lui à la maison le soir. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est pour ça que l'engouement, en fait, n'est plus le même, parce que le citoyen ne voit pas l'intérêt d'aller s'asseoir pour écouter quelqu'un, quoi qu'il ait envie de dire. Parce que, bon,
les promesses électorales restent malgré tout les promesses électorales, et que lorsqu'un candidat vient nous voir et que son discours consiste juste à dire voilà ce que j'envisage de faire, je veux que les jeunes soient comme ci, les femmes soient comme ça, oui, c'est bien beau, mais vous savez comment les Béninois réagissaient il y a quelques années lorsque le candidat Adrien Hongedi à l'époque arrosait systématiquement tout le pays de billets froufroussants, et que Albert Tévois-Dre, grand intellectuel devant l'Éternel, vient dire bon, moi je sais parler, je vais vous parler. Et quand il finit de parler, les gens disent mais ta politique elle est lente, elle n'est pas proactive. Elle n'est pas proactive, tu passes le temps à parler, tu parles. L'essentiel c'est pas ce que tu dis, l'essentiel c'est ce que tu feras à la fin, et tu perds trop de temps à parler. Donc voilà la mentalité que nous avions, et que progressivement on nous oblige à changer. Et là, c'est un apprentissage, comme je vous dis, ça ne va pas passer du coup, on va continuer de bouder un peu contre ça, parce que la campagne permettait que dans les maisons, on fasse bouillir la marmite, qu'on règle 2 ou 3 petits problèmes. C'était aussi une occasion de redistribution en griffe, hein, je dois dire, de la richesse nationale, puisque le citoyen n'avait pas forcément l'occasion. Si vous dites ça comme ça, oui. C'est un peu comme si la richesse nationale était caporalisée et que quelques personnes... On savait ce qu'en faisaient justement les acteurs politiques. Et ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Oui. Même les acteurs politiques sont en train de rechercher. Vous avez vu celui dont j'ai parlé qui criait « Sortez l'argent, sortez l'argent ». C'est qu'il n'a jamais vu, lui, en tant qu'homme politique, une campagne électorale dans laquelle on n'a pas d'argent à distribuer. Il se prend pour un grand électeur. Donc il se dit, c'est pas possible qu'en tant que grand électeur, personne ne soit venu vers moi pour me donner de l'argent. Et c'est ce qui se faisait. Aujourd'hui, grand électeur ou pas, ce que vous avez à faire, c'est surtout de mobiliser les gens pour venir écouter le candidat, et à la limite, bon, il y a peut-être un peu de fraîche à boire à la fin, mais il n'y a plus d'achat, en tout cas, on ne va pas dire de conscience, parce que ce n'est pas encore le moment du vote, mais en tout cas, il n'y a plus de corruption active pour attirer les militants. Si, par contre, les populations, elles, hésitent, se réservent à aller vers les meetings organisés par les deux duos, les acteurs un peu plus élevés ont choisi leur camp, hein, en tout cas dans la grande masse. Et il y a, au-delà du foisonnement de mouvements, il n'y a que les acteurs politiques ont pris leur direction. Parce que ce sont des acteurs politiques et que, pour eux, ce qu'il faut noter à la fin, c'est qu'on doit gagner. Et le camp qui gagne est celui qui mobilise. Aujourd'hui, on a comme le sentiment qu'on connaît déjà le camp qui gagne, parce que d'un côté, comme vous l'avez dit tantôt, il y a un peu comme la rivière, et que tout homme politique qui s'est flairé le minimum de bonnes choses, c'est qu'on ne se fâche pas avec la rivière. Et par conséquent, même ceux qui étaient complètement déçus hier de cette rivière, qui trouvaient qu'elle était trouble, qu'elle puait, qu'elle dégageait des miasmes, sont venus s'abreuver. Parce que c'est la logique politicienne. On ne se saborde pas parce qu'on est fâché, on ne se saborde pas parce qu'on n'épouse pas la même politique. D'autant que, comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a véritablement rien de fondamental qui divise les hommes. En Europe, vous n'aurez jamais vu un parti se désintégrer comme les démocrates, tout simplement parce que le leader est parti et que, bon, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que nous faisons? Oui, il y a eu quelques partis aussi qui ont connu quelques difficultés comme ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les convictions ne changent pas du jour au lendemain, oui. Parce qu'il y a des difficultés de management d'hommes. C'est pas parce qu'on ne s'entend pas entre grands militants que du jour au lendemain, on perd toute conviction et qu'on se retrouve avec ceux qu'on combattait hier. Ça n'existe nulle part. Par conséquent, comme je vous le dis, je considère qu'il n'y a pas véritablement d'antagonisme en dehors peut-être des questions d'intérêt qui finissent par trouver une solution dans les ralliements que vous observez. Et que comprenez-vous, qu'avez-vous compris de ce choix du candidat Wadaïn de faire avec les mouvements qui se sont multipliés plutôt que de passer par les partis politiques qui se sont entendus pour porter sa candidature? Et quand on observe de près même, on n'a même pas l'impression que les partis politiques, en tout cas ceux qui portent sa candidature, jouent le premier rôle dans la campagne.
Non, mais le mouvement non plus ne joue pas tellement les premiers rôles. Disons qu'il fait en sorte de ne pas dépendre entièrement des partis politiques. Je vous l'ai dit au cours d'une émission ici que un président, ou en tout cas un candidat, a toujours tendance à s'appuyer sur ses hommes à lui, et les hommes qu'il connaît et qu'il maîtrise. Bon, c'est pas que les partis politiques lui posent un problème, mais il n'est pas de cette engeance-là et il se dit, ces mouvements qui se créent pour moi. Et par conséquent, je peux davantage compter sur ces mouvements-là, d'autant qu'à la fin, bon, nous savons tous que les mouvements ne vont pas jouer les premiers rôles, le premier rôle restera toujours aux partis politiques, et que c'est le BR et le PR à la fin qui engrangeront les bénéfices de cette campagne. Et puis, quand on observe, hein, on a bien l'impression d'une copie répétée, vous l'aviez bien dit, de 2016. Une campagne qui commence dans le Nord, d'accord, un style corps à corps, avec la rencontre, comme diraient les anglicistes et les anglophones, B2B, façon. Et puis, la multiplicité des mouvements aussi pour contourner en griffe les partis politiques et leur poids sur ses propres décisions. On a bien l'impression d'assister plutôt à une campagne de 2016 où c'est Patrice Talon qui faisait le tour. Oui, je vous ai dit, on ne change pas une stratégie gagnante. Et même si Patrice Talon s'est appuyé sur les partis politiques pour la gestion du pouvoir, et c'est ce que fera Romuald Wadagni aussi, sans aucun doute. Au moment des élections, il faut ratisser large. Et je pense que c'est dans cette perspective que les mouvements se créent, parce que tous ces mouvements qui se créent ne sont pas composés de personnes qui étaient déjà à la mouvance présidentielle ou bien qui étaient acquis à l'élection du candidat. Donc, ce sont des mouvements qui ratissent chaque jour dans les partis politiques qui sont en marge ou bien qui sont même opposés. Et c'est tout à fait heureux que ces jeunes-là se réunissent parce que, en l'occurrence, c'est un jeune qui va venir au pouvoir et que peut-être la jeunesse béninoise se dit c'est notre tour ou jamais. Bon, parfait. Pour que ce soit vraiment leur tour. Dernier élément aussi, hein, par rapport justement à ce grand mouvement vers Romuald Wadagni, c'est surtout l'implosion au niveau donc des partis de l'opposition et surtout leur décision d'aller soutenir la candidature de Romuald Wadagni, alors qu'il y a quand même un candidat de l'opposition qui est dans la course. Des éléments ou des ténors du parti LD au parti JSR de Vici Togbe ou autres MPL, tous ceux-là ont décidé désormais d'aller soutenir la candidature de Romuald Wadagni. Il n'y a plus rien qui reste côté opposition, à part Paul Humbert. Comme je vous le disais, c'est Paul Humbert contre tous les autres. Et par conséquent, si Paul Humbert est dans cette situation, c'est parce que, bon, par le passé, il avait échoué lui aussi à faire ce ratissage. Et je pense qu'il y avait moyen de s'entendre avec les partis qui étaient d'obédience opposée et qui naturellement visaient les mêmes objectifs que FCBE, qui est quand même un peu modéré, il faut l'avouer, par rapport à les démocrates. Mais que ce soit avec les démocrates ou avec les autres partis, il y avait le moyen de s'entendre et pour constituer un grand bloc. C'est parce que au niveau déjà les démocrates, il y a eu une implosion que, en fait, plus rien n'a pu être possible. Si c'était un parti resté structuré et bien engagé, peut-être que les démocrates auraient véritablement décidé d'appuyer Paul Humbert, même si au départ les objectifs ne sont pas les mêmes. À la fin, il est question de prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, on oublie les rancœurs, on oublie tout ce qu'on a oublié. Mais ils sont restés tout droit sur leur ligne, hein, avant qu'il y ait justement ce bicéphalisme qui s'annonce à la tête du parti. Il y a un communiqué qui a clairement dit aux militants d'aller vaquer à autre chose plutôt que de penser au 12 avril prochain. Oui, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est justement ce que je vous disais. Les militants sont allés en ordre dispersé parce qu'ils n'avaient pas de consigne. Le parti n'ayant pas réussi à véritablement prendre un engagement avec un autre parti de l'opposition qui présente un duo. Et à partir de ce moment, je pense que c'était l'implosion qui était inévitable parce que chacun allait de son côté pour aller trouver son bonheur. Le président du parti, en partant comme il l'a fait, a favorisé un peu ce qui arrive.
On convoque un conseil, on discute et on explique, bon, le président, il est malade, il va partir, il préside lui-même ce conseil qui lui donne un successeur, il organise complètement le parti avant de se retirer, et à ce moment-là, il préside aussi les négociations qui vont dans le sens de faire alliance ou d'appuyer un parti de leur choix pour la présidentielle. Mais il n'a rien fait de tout ça, il est parti comme ça, en se lavant les mains pratiquement, et donc ça donnait aux militants du parti le sentiment que chacun devait prendre son destin en main, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc pas tout seul, face à tout le monde. Seul contre tous, et dans ces conditions, on peut dire que c'est un peu comme de la figuration qu'il va faire le 12 avril. Les résultats seront, à mon sens, à l'image de ce que nous observons déjà au cours de la campagne, c'est-à-dire beaucoup de monde d'un côté et très peu de l'autre. Oui, mais ça n'aura rien changé dans le parcours, mettons, politique de l'homme depuis 2016 pour les différents rendez-vous électoraux auxquels son parti a pris part en dehors, je dois dire, des communales de 2020 qui lui ont permis d'avoir quelques maires. maires. Je pense qu'il n'y aura pas de miracle non plus au cours de l'élection du 12 avril. Mais on va s'intéresser maintenant aux différentes thématiques abordées par les camps des deux duos. On a vu la stratégie, mettons, Wadayi, qui adapte un peu son message aux difficultés et aux réalités des milieux qu'il traverse. Quand ce n'est pas un palais royal qu'il faut réhabiliter à Kouandé, c'est peut-être qu'il faut fouetter le sens de l'artisanat à Natitengu, ou bien il faut réajuster, je dois dire, la façon de porter une aide aux femmes investies dans de petites activités, que ce soit à Kandi et autres. On a l'impression d'une sorte d'adaptation, je dois dire, du discours au contexte. Ah oui, mais c'est ça une campagne électorale. Ah oui? C'est d'aller à l'encontre de ses concitoyens et de constater de visu dans chaque région ce qui fait défaut et d'ajuster son programme initial par rapport à ce qu'on constate. Donc oui, il fait des promesses partout où il passe, d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer le cadre et tout ça. Il explique ce qu'il entend faire au pouvoir. Et dans cette combinaison-là, il y a évidemment des promesses qui resteront des promesses, parce qu'il ne pourra pas toutes les tenir. Mais le but d'une campagne électorale... Mais c'était quand même des promesses réalistes. Quand on les voit, c'est pas de la démagogie. Vous savez, il y a tellement de choses à réaliser dans ce pays que personne, en réalité, ne peut, en l'espace d'un ou deux mandats, les réaliser. C'est impossible. Il y a des priorités et tout est urgent. Et donc, déjà, d'avoir pris à bras le corps le problème de l'extrême pauvreté et d'avoir décidé d'affronter ce mal rampant est déjà une chose très importante en soi. Et je pense que partout où il est passé, cette pauvreté extrême existe, est visible. Un visage clair et net. Un visage clair et net, ce qu'on peut voir partout, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'école, dans le domaine social, partout où on voit le visage de cette pauvreté-là. Et c'est un très, très vaste programme que de s'attaquer à l'extrême pauvreté. Ça seul, ça suffit, à mon sens, à élire un président au Bénin. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que dans sa déclinaison de tous ces programmes-là, on puisse avoir effectivement les résultats de tout ce que les citoyens attendent, et pour que ce ne soit plus qu'un chiffre. Aujourd'hui, le FMI, me semble-t-il, a publié des chiffres qui donnent au Bénin un PIB par habitant, un PIB plus élevé que le Nigeria. Oui. Bon, a priori, quand on entend ça, on a envie de sourire parce que par kilomètre carré au Nigeria, il y a plus de milliardaires qu'il y en a dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire béninois. Donc, quand on entend ça, ça fait sourire. Mais c'est que, à côté de ça, il y a le visage de l'extrême pauvreté qui est très, très, très hideux au Nigeria, très prononcé. Donc, oui, le Bénin, on peut en rire, mais c'est vrai, nous avons un PIB qui est aujourd'hui supérieur à celui du Nigeria, et ce serait tout à l'honneur et à l'avantage du ministre... Un PIB par habitant, faut-il le dire. Hein. Et ce sera tout à l'honneur du ministre Wadayi, quand il sera au pouvoir, de faire en sorte que ce PIB soit encore plus relevé. S'il y a des promesses qui, relativement, mettons, ne sont pas exagérées, il y en a par contre dont la multiplication peut commencer à
a suscité quelques interrogations. À Cotonou, lors de la découverte de son projet de société, Romuald Wadagne avait promis le chip à Parakou. À Natitengo, on a entendu aussi le Chine, alors que pour le chic, il leur a fallu 10 ans. Ça doit commencer à faire tilt dans la tête de ceux qui l'écoutent. Non, mais à partir du moment où on a quand même fini par réaliser le chic, je pense que quand on le promet à Parakou, on peut espérer que d'une façon ou d'une autre, ça soit réalisé. D'autant que les études qui ont permis de réaliser le chic existent encore et qu'il ne faut pas forcément reprendre tout le processus de bout en bout, comme on l'avait fait au cours des 2 précédents mandats, pour avoir finalement le chic vers la fin du 2e mandat. Donc je comprends que les gens puissent être sceptiques, mais il y a une sorte de continuité dans la gestion de l'État qui fait qu'on peut penser que les projets qui sont annoncés sont déjà un peu dans le pipeline. Et il y a aussi des sujets assez délicats et difficiles qu'il a essayé quand même d'aborder. La question très épineuse des AME. Il a trouvé un subterfuge pour ne pas répondre directement. Oui, et parce qu'il n'a pas le choix. C'est un problème très difficile qui vient de très loin, dont on va dire les solutions sont évidentes, bien connues, mais ne sont pas applicables tout de suite parce que c'est juste une question de disponibilité financière. Je pense que c'est un cheval de bataille que le président va emprunter pour essayer de résoudre ce problème qui devient de plus en plus difficile sur le plan social, et que nous aurons désormais une catégorie d'enseignants qu'on n'appellera plus AME parce qu'on les aura tous reversés dans la fonction publique avec un statut qui fait honneur à la profession. Côté Palomba, on a des thématiques qu'on connaît déjà et qui avaient été, ma foi, utilisées, agitées par d'autres courants politiques par le passé. La question de retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques, mettons la restauration de la démocratie. On a l'impression du déjà entendu. Oui, parce que c'est un peu la récupération de ce que les démocrates disaient tout le temps, donc il n'est pas allé chercher loin. Il y a des sujets qui sont sensibles, des sujets qui sont douloureux pour tout le monde, et promettre de les régler comme ça par un coup de baguette magique peut donner le sentiment aux citoyens que ce président-là, c'est lui qu'il faut élire. Mais en réalité, moi je pense que ça ne peut pas être aussi simple, pour la simple raison que, à moins de considérer que la justice béninoise est véritablement incapable de prendre des décisions justes, on ne peut pas se lever du jour au lendemain sans passer par une loi d'amnistie qui quand même oblige tout le monde à s'asseoir, décider qu'on fait rentrer des exilés ou qu'on fait sortir des prisonniers. Le candidat Wadagne n'a pas moins promis que s'il y a des erreurs qui ont été commises, on peut... Mais de façon expresse dire oui, on va s'asseoir à nouveau pour se pardonner, oublier ce qu'on a pu se faire de mal et de gauche par le passé, ce n'est pas venu de son jargon. Non, mais je ne pense pas non plus que ce soit véritablement le fond de sa pensée, parce que, comme je vous le disais, à moins de considérer que la justice a merdé, on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, dire, bon, nos compatriotes qui ont fauté, il faut, parce que nous voulons un pays plus paisible, oublier toutes les fautes qui ont été commises sous l'emprise de la lutte politique. Ça serait quelque part aussi un mauvais signal pour sa gouvernance, qui doit aussi s'aligner sur les principes que Patrice Talon a essayé de nous inculquer déjà, à savoir qu'il faut un code qui oblige le citoyen, même s'il est un homme politique, à respecter la loi, tout simplement. Palomba aussi a promis des discussions nationales. Oui, et promettre pour lui, comme je vous le disais tantôt, c'est rien du tout. La chose la plus normale. La chose la plus normale. Oui. Il peut même promettre tout ce qui est réalisable. Oui, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, promettre des discussions nationales, je crois que ça doit avoir son utilité. Oui, mais lui-même avait déjà participé à une discussion nationale par le passé. Et il a vu à quel point ça déplaisait
à d'autres qui n'ont pas apprécié la manière dont ça s'est passé. Donc, à moins de convoquer une conférence nationale comme par le passé, je ne vois pas très bien dans quelle mesure un président élu pourrait convoquer une assemblée qui lui dira « Monsieur le Président, au-delà de tout ce que vous pouvez vouloir, voilà ce que l'Assemblée a décidé de façon souveraine, voilà ce qu'il faut faire. » Et s'il part sur cette base-là, il fera tout sauf gouverner. Et gouverner, en réalité, c'est ne pas faire l'unanimité. Et par conséquent, je pense que si Romain Wadagni tient à gouverner, les premières décisions qu'il prendra ne seront pas des décisions pour se rendre populaire, parce que ça va l'affaiblir aussi. Paul Rompel, lui, peut le promettre, parce que j'imagine qu'il sait qu'il ne sera pas élu. Oui, mais on a vu quand même quelqu'un qui a essayé de le faire et de le tolérer en 89-90 et qui est parti, qui est revenu en force et qui a quand même laissé un nom qui peut-être va mettre beaucoup de temps avant de s'effacer dans l'histoire de ce pays. Oui, mais quand on voit les choses comme ça, on peut penser que c'est la meilleure façon de faire. Mais le résultat, c'est que toutes ces années passées ont laissé des tares qui ont fini par nous rattraper au point où nous en sommes à faire l'expérience que nous faisons aujourd'hui. Et rien ne vous dit que, de la même façon, le nom de Patrice Talon ne sera pas cité dans les livres d'histoire dans les 20 prochaines années. Alors, si d'un côté, en tout cas, on fait beaucoup de promesses, de l'autre côté, on ne doute plus du succès pour ce qui est de la confrontation du 12 avril. Par contre, ce sur quoi on veut vraiment travailler, c'est d'arriver à élever le taux de participation. C'est la grosse inquiétude du côté de la mouvance. Est-ce que c'est une inquiétude? Puisque tout le monde insiste là-dessus. Oui, parce que les mouvements qui se créent n'ont pas un autre thème. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? C'est ça le problème. Les mouvements qui se créent n'ont pas un autre prétexte pour exister. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que c'est pour appuyer la mouvance ou bien pour défendre tel ou tel projet. Non, ils n'ont rien à proposer d'autre que de dire nous naissons pour que le taux de participation soit élevé. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez ça partout. Sinon, en réalité, le taux de participation, c'est vrai, s'il est conséquent, c'est tant mieux. Et il le sera. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit au cours d'une émission il y a déjà plus de 3 mois. Que ça n'a rien à voir avec une élection législative ni une élection communale. Ici, il s'agit des liens président de la République et partout où il passe, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sortent, partout où il passe, il y a des hommes politiques qui se rallient et il n'a pas besoin, outre mesure, de s'inquiéter pour le taux de participation. Moi, je sais qu'il sera, de toute façon, il sera beaucoup plus élevé que celui des élections que nous avons connues par le passé. Donc, ce n'est pas nécessaire que ces mouvements-là naissent justement pour élever le taux de participation. Pas du tout. Mais quand même, ils participent, je dois dire, à l'ébullition de la scène politique et électorale actuellement. Il y en a tellement que parfois, quand on sort de chez soi, il faut bien faire attention par terre pour ne pas piétiner. Pour ne pas piétiner des mouvements, parce qu'il y en a à tous les mètres carrés. Oui. Et je pense que c'est un peu contraire à l'esprit du système, de la réforme du système partisan, mais ça, on l'a laissé faire, me semble-t-il, parce qu'il y avait aussi un besoin de ratisser, et ces mouvements ne vont exister que le temps de la campagne électorale. Après, je pense que soit on se fonde dans un parti politique, soit on disparaît. Beaucoup ont promis et juré qu'ils vont traverser le temps, au-delà du 12 avril. En tout cas, on sera là pour observer un peu ce que ça va devenir avec le temps. La RAC aussi qui s'est mêlée un peu de comment est-ce que les choses doivent s'organiser, notamment pour ce qui est de la campagne électorale, des thématiques qui ont été clairement déterminées, sur lesquelles, je dois dire, les duos ont été entendus. On a vu les duos se prononcer sur la question du terrorisme, la sécurité au plan national, se prononcer sur la culture, le développement de l'économie, l'industrie culturelle, etc. Comment voyez-vous, je dois dire, cette contribution de la RAC à l'organisation et à la tenue, je dois dire, déroulement de la campagne électorale? C'est-il vraiment pertinent quand on voit que les gens ils sont occupés beaucoup plus à aller directement écouter les candidats qu'à écouter la radio? Oui, mais ces débats ont le mérite d'exister. Et on peut les réécouter, même plusieurs années après. On peut les réécouter pour se rendre compte du niveau
de débat que nous avons aujourd'hui, se rend compte du niveau d'engagement qu'il y a de la part des candidats aujourd'hui. C'est très important. Moi, je pense que la HAC a innové et a fait preuve véritablement d'une grande sagacité en obligeant les partis politiques à se prononcer sur des questions sur lesquels ils n'étaient pas obligés dans la campagne électorale de se prononcer. Donc les thématiques sont programmées d'avance et vous êtes obligé de donner un contenu au thème qui est... Du coup, ça devient comme une formalité. Ça devient comme une formalité, mais c'est une bonne formalité parce qu'il y a peut-être des candidats qui n'avaient même pas de contenu réel par rapport à ces thèmes-là et qui sont obligés d'aller chercher quelque chose pour venir au moins dire devant les citoyens, voilà ce que nous envisageons de faire. Et ça donne aussi aux citoyens, bon, d'une façon ou d'une autre, l'occasion d'apprécier la profondeur des propositions qui sont faites et du sérieux des propositions qui sont faites. Ça permet aussi, à mon sens, de décider qui, parmi les candidats, est le plus outillé pour introduire une dynamique nouvelle parce que les propositions, peut-être, tranchent véritablement avec ce qu'on entend d'habitude. Mais on observe en réalité qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui est dit. C'est uniquement du déjà entendu. Et, oui, une lecture parfois plate. C'est on va dire, des choses convenues qu'on entend. Et donc, même si, pour l'instant, ce n'est pas extrêmement performant, cette initiative, si elle se poursuit, nous obligera à épouser davantage cette façon de faire de la politique dans le pays pour essayer de convaincre les citoyens de ce qu'on vient faire au pouvoir plutôt que de venir parce qu'on a un peu d'argent, qu'on peut en distribuer et qu'on vient au pouvoir et que c'est après qu'on s'interroge pour dire bon, là je suis arrivé, qu'est-ce que je fais? Oui, mais peut-être que ça aurait pu être davantage intéressant dans un format contradictoire ou peut-être des envoyés des deux candidats, puisqu'on n'en a pas beaucoup, pourraient se voir sur des plateaux et entretenir les téléspectateurs, les auditeurs et autres, ou bien même dans un style entretien, plutôt qu'une lecture plate auquel on a souvent droit à la télé. Je suis entièrement d'accord avec vous que ce n'est pas très élaboré, mais c'est parce que malheureusement, les hommes politiques ne sont pas disposés à faire de vrais débats. Parce que ce n'est pas dans notre culture pour l'instant. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'au-delà de ce que la HAC peut programmer, les chaînes de télé et de radio sont libres, après, de créer des situations de débat contradictoires pour que chaque candidat vienne, ou en tout cas ses envoyés viennent se prononcer. Mais personne ne veut se livrer à cet exercice-là parce que, justement, les thématiques ne sont pas forcément largement partagées par les personnes qui constituent même les partis politiques. Et les partis ne se regroupent pas. Enfin, on ne crée pas les partis sur la base d'idées que les gens épousent. On crée les partis sur la base d'affinités politiques et puis ça laisse un grand vide quant à, on va dire, l'uniformisation de la pensée. Bon, donc, la HAC fait ce qu'elle peut pour l'instant. C'est un début de quelque chose et je pense que les années à venir, ce début de quelque chose va finir par se transformer en véritable débat sur les plateaux politiques et sur les plateaux de télé. Et à ce moment-là, nous aurons peut-être de vrais débats contradictoires qui passionnent, comme dans les pays de grande démocratie, avec on va dire des prestations chronométrées qui obligent le candidat, en étant vraiment succinct, à dire l'essentiel de ce qu'il a à dire par rapport à chaque thématique. Ce serait très heureux d'en arriver là, et je pense que nous pourrons en arriver là, mais nous avons commencé quelque part, et je pense que c'est là qu'on finira par arriver. On y avait eu droit en 2016, notamment pour le deuxième tour. Oui, pour la présidentielle. Pour la présidentielle notamment. C'est vrai qu'en 2020, l'issue du premier tour ne nous a pas permis d'avoir cette opportunité, puisqu'il y avait... Et que là, nous ne sommes pas sûrs d'aller à un deuxième tour. Nous ne sommes pas sûrs vraiment d'avoir l'issue qui nous permette d'avoir un deuxième tour et donc d'avoir un débat contradictoire entre les deux principaux candidats. On va espérer en tout cas que les échanges se fassent en profondeur et en qualité pour que le citoyen se décide assez clairement et assez facilement. Romuald Wadaï, Kandi, Kwande, Meton Atitengu, Tanguieta, Djougou,
Poupou, Dassazoumé, Tchaourou, puis la pause. Par contre... Poubert déjà aussi, je crois, non? Poubert, oui, bon, enfin... À l'heure où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, je crois que c'était au lendemain de la pause, après l'étape de Tchaourou et de Dassa. Donc, voilà, la partie septentrionale bouclée apparemment. Avec Paul Rumpé, c'est la partie sud, notamment Mbopa, son Mbopa natal, Grand Popo, Ouida, Calavi et environ. Visiblement, il n'a pas un projet pour aller dans le nord, hein, puisqu'on essaie de checker, mais on n'a pas vraiment un retour dans ce sens-là. Non, mais il a dit à ses partisans, c'est pas évident qu'il puisse faire le tour du pays. Donc, il a demandé à chacun d'être les porte-parole du parti FCBE et d'aller jusque dans les hameaux les plus éloignés pour expliquer aux gens que même s'il ne voit pas Paul Rumpé a de grands projets pour le pays. Et que, oui, voilà. On aura l'impression, en tout cas, les populations du Nord auront l'impression d'avoir eu droit à un seul candidat, visiblement, pour la campagne électorale. C'est pour ça que le déséquilibre, moi, personnellement, me gêne un peu. Je pense que, bon, les années à venir, nous aurons une présidentielle qui opposera des forces un peu plus équilibrées. Ça va être la même chose pour le reste de la campagne électorale côté Ouadaï, puisqu'on l'annonce pour la partie méridionale. Ah oui, ce sera la même chose parce qu'il doit parcourir un certain nombre de localités et que ce programme est déjà établi, bien connu. Il fera le tour de tout le pays et puis ce sera sans aucun doute l'apothéose à Cotonou à la fin de la campagne. Les médias, leur rôle, comment vous voyez ça? On n'a pas l'impression aussi d'un relais vraiment équilibré, hein, je dois dire. Non, mais il faut avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour produire une émission ou pour faire un débat. Comme je vous l'ai dit, on a fait un effort, même en demandant à FCBE, produisez ce que vous voulez, venez sur les plateaux, on trouvera le moyen de vous faire parler. On a offert des tranches d'antenne, mais bon, il n'y a personne. Il n'y a personne, un peu comme si il n'y a pas grand-chose à défendre, ou bien si on considère que, bon, on part perdant. C'est un peu dommage. Mais les médias non plus n'ont pas été, à mon sens, véritablement intéressés par cette campagne, parce que... par le passé, on voyait des caravanes de journalistes qui suivaient des candidats, des états-majors de partis politiques. Évidemment, et des journalistes qui faisaient le point au quotidien avec parfois des duplex, parfois des triplex, parfois beaucoup de multiplex. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et c'est un peu discutable comme moyen de médiatisation parce que la campagne électorale s'appuie véritablement d'abord sur les médias avant même qu'on parle d'approcher les populations. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose à corriger là. Ah bien. Monsieur Kalosoke, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.